Chapitre 9. Au bord de la rivière. De retour à la maison, j'entrai dans la pièce où l'épouvanteur rangeait ses vêtements de voyage. Je choisis une de ses vieilles capes. Elle était trop grande pour moi, évidemment. L'ourlet me battait les chevilles et le capuchon me tombait sur les yeux. Cependant, elle me protégerait du froid. J'empruntai également un de ses bâtons de marche, le plus court, qui était bombé à une extrémité. Lorsque je franchis la porte, il était presque minuit. Le ciel était clair, une grosse lune ronde montait au-dessus des arbres, même si le vent frais qui soufflait de l'ouest apportait une odeur de pluie. Je marchais droit vers la fosse de Mère Malkin. J'avais peur, mais il fallait que quelqu'un le fasse, et qui d'autre que moi l'aurait pu? D'autant que j'étais responsable de tout. Si seulement j'avais parlé à l'épouvanteur de ma rencontre avec Alice, si seulement je lui avais répété ces paroles concernant le retour de Lizzie, il aurait réglé cette affaire et ne se serait pas laissé piéger à Pendle. Plus j'y pensais, plus j'en étais malade. Le bébé de Longridge était sans doute mort. Je me sentais affreusement coupable, et je ne pouvais supporter l'idée qu'un autre enfant périsse par ma faute. Je dépassai la tombe de la sorcière enterrée la tête en bas et marchai sur la pointe des pieds jusqu'à la fosse de Mère Malkin. Un rayon de lune, passant entre les branches, tombait juste dessus, et aucun doute n'était permis. J'arrivais trop tard. Les barreaux avaient été tordus en arc de cercle. Le boucher lui-même aurait pu introduire ses larges épaules par l'ouverture. Je scrutais les profondeurs du puits. J'avais encore le mince espoir que, l'effort ayant épuisé la sorcière, elle était retombée au fond sans force pour se hisser au dehors. Je rêvais. La fosse était vide. À cet instant, un nuage cacha la lune et le bois s'assombrit. Heureusement, les fougères aplaties m'avaient montré la direction prise par la fugitive. J'y voyais encore assez pour m'engager sur ses traces. J'avançais, lentement, avec 1000 précautions. Elle avait fort bien pu se cacher et me guetter au tournant. Elle ne devait pas être loin. Minuit avait sonné depuis 5 minutes à peine. Quoique ses gâteaux aient contenu, il n'avait pas suffi à lui rendre toute sa vigueur, et elle n'en avait mangé que 2, ce qui était en ma faveur. Elle avait cependant fait preuve d'une énergie phénoménale pour tendre ainsi ses épaisses barres de fer. À l'évidence, la magie noire jouait un rôle là-dedans, le genre de magie qui déploie sa pleine puissance pendant les heures nocturnes, particulièrement autour de minuit. Une fois hors du bois, il me fut facile de suivre ses empreintes dans l'herbe. Elle descendait la colline, mais dans la direction opposée à la maison de Lizzie. Cela me troubla d'abord. Puis je me souvins que la rivière, un peu plus bas, formait une large boucle. Une pernicieuse ne pouvait traverser l'eau courante. L'épouvanteur m'avait appris cela. Elle devrait donc contourner ce méandre avant d'obliquer vers la ferme. Arrivé en vue de la rivière, je m'arrêtai à mi-pente et observai les environs. La lune sortit de derrière le nuage, mais, même à sa lumière, je ne distinguais pas grand-chose, car les rives étaient bordées d'arbres qui projetaient des ombres denses. Soudain, je notai une chose fort étrange. Une traînée argentée le long de la berge. Elle scintillait chaque fois qu'un rayon de lune la touchait et ressemblait alors à la trace luisante laissée par un escargot. Quelques secondes plus tard, une ombre bossue m'apparut, qui semblait se traîner au bord de l'eau. Je dévalai la pente aussi vite que je le pus, dans l'intention de lui couper la route avant qu'elle atteigne le coude de la rivière. J'ai réussi et me tins là pour l'attendre. Le plus dur restait à faire, affronter la sorcière. Je tremblais, je haletais, aussi essoufflé que si j'avais couru pendant 1 heure dans les collines. Un mélange de peur et d'énervement m'amollissait les genoux, et je me serais écroulé sans le bâton de l'épouvanteur. À cet endroit, la rivière n'était pas très large, mais elle était profonde, gonflée par les pluies du printemps au point de déborder. Le courant était violent. À ma droite, les flots bondissaient furieusement. Je scrutais la masse obscure des arbres d'où allait surgir la sorcière. Il me fallut quelques instants pour la repérer. Mère Malkin marchait vers moi. Ombre mouvante, plus noire que l'ombre des aulnes, de cette noirceur capable de vous absorber si vous avez le malheur de tomber dedans. Le rugissement de la rivière couvrait le glissement de ses pieds nus dans l'herbe de la berge. Pourtant,
Je l'entendis avant de la voir, à cause des mêmes bruits de mâchoire et de déglutition qu'elle avait produits en avalant son gâteau. Et j'eus de nouveau en mémoire l'image de nos cochons dévorant leur pâté. Puis, je perçus un son différent, une sorte d'aspiration. Quand elle surgit d'entre les arbres, sous la lumière de la lune, je la découvris pour la première fois. Elle avançait, tête baissée, le visage dissimulé sous un enchevêtrement de cheveux gris, comme si elle regardait ses pieds, à peine visibles sous la robe brune qui lui tombait jusqu'aux chevilles. Elle portait par-dessus un manteau noir trop long, à croire que les années passées au fond de son trou l'avaient rapetissé. C'était ce tissu traînant derrière elle qui laissait dans l'herbe une trace argentée. Sa robe était maculée et déchirée, ce qui n'était guère surprenant. Mais j'y remarquais des taches fraîches, sombres et encore humides. Quelque chose goûtait dans l'herbe, tombant de ce qu'elle tenait serré dans sa main gauche. C'était un rat. Elle mangeait un rat tout cru. Elle ne semblait pas s'être aperçue de ma présence. Elle était tout près, maintenant. Si rien ne l'arrêtait, elle ne tarderait pas à me heurter. Soudain, je toussai. Ce n'était qu'un réflexe nerveux, je n'avais pas eu l'intention de l'avertir. Elle leva la tête, offrant à la clarté lunaire une face de cauchemar, un visage qui ne pouvait être celui d'un être vivant. Or, vivante, elle l'était. Impossible d'en douter, vu le bruit qu'elle faisait en dévorant son rat. Mais il y avait quelque chose d'autre qui me causa une telle terreur que je manquais de m'évanouir. Ses yeux étaient deux charbons ardents, rougeoyants au fond de leurs orbites. Alors elle me parla d'une voix tout en craquement et en chuintement, évoquant des feuilles sèches malmenées par le vent d'automne. « Voilà un garçon, fit-elle. J'aime les garçons. Approche, mon garçon. » Je ne bougeais pas. Évidemment, j'étais figé sur place, la tête vide. Elle avança encore un peu, et ses yeux s'agrandirent. Tout son corps sembla enfler. Elle devenait un amas de ténèbres qui, dans un instant, enténébrerait mes propres yeux pour toujours. Sans réfléchir, je brandis le bâton de l'épouvanteur. Plus exactement, ma main le brandit, pas moi. « Que tiens-tu là, mon garçon ?» coassa-t-elle. « Une baguette magique ?» Avec un ricanement mauvais, elle lâcha le rat mort et tendit ses deux bras vers moi. C'était moi qu'elle voulait. Elle voulait mon sang. Je sentis mon corps frémir d'effroi comme un arbuste dans les premières rafales d'un noir hiver qui n'aurait pas de fin. J'allais mourir là, sur la berge de la rivière. Il n'y avait personne pour me porter secours et j'étais bien incapable de me secourir moi-même. Soudain, il se produisit une chose étrange. Le bâton de l'épouvanteur n'était pas une baguette magique, mais il existe bien des sortes de magie. Mes deux mains se refermèrent dessus, mes bras se mirent à dessiner dans l'air plus vite que ma pensée, je ne sais quel geste de conjuration. Puis, ils élevèrent le bâton et l'abattirent avec force, frappant la sorcière à la tempe. Elle poussa une espèce de grognement et bascula dans la rivière, dans un grand bruit d'éclaboussure. L'affreuse créature disparut sous l'eau. Je pensais que c'en était fini d'elle, quand elle remonta à la surface à proximité du bord, 5 ou 6 pas plus loin. Je vis avec horreur son bras gauche sortir de l'eau et sa main agripper une touffe d'herbe. Son autre bras émergea à son tour et elle commença à se hisser sur la berge. Il me fallait agir avant qu'il ne soit trop tard. Rassemblant toute ma volonté, je m'ordonnais à moi-même d'avancer, tandis qu'elle tirait peu à peu son corps sur la terre ferme. Dès que je me jugeais assez près, je fis une chose dont l'image entra mes cauchemars jusqu'à mon dernier jour. Cependant, qu'aurais-je pu faire d'autre? C'était elle ou moi. Je frappais la sorcière de mon bâton, je la frappais de toute ma force et ne cessais de frapper que lorsqu'elle lâcha enfin prise et disparut dans les flots noirs, emportée par le courant. Ce n'était pas terminé pour autant. Si elle réussissait à sortir de l'eau, un peu plus bas, elle pourrait encore rejoindre la maison de Lizzie. Je devais l'en empêcher à n'importe quel prix. Je savais que la tuer n'était pas la solution. Un jour ou l'autre, elle reviendrait, plus puissante et plus pernicieuse que jamais. Et je n'avais pas de chaîne d'argent pour l'allier. Or, il fallait agir sur le champ. Quelle que fût la difficulté de la tâche, je devais descendre le cours de la rivière entre les arbres.
Je suivis donc la berge, m'arrêtant tous les 10 pas pour écouter. Je ne percevais que le soupir du vent dans les branches. Il faisait très noir, ici et là. La clarté de la lune perçait l'épais feuillage, plantant dans le sol de fines lances argentées. Cela arrivait au moment où je m'y attendais le moins. Je ne vis rien, je n'entendis rien. Je sentis seulement une main s'enrouler autour de ma botte et se refermer sur ma cheville comme un étau. Je baissai la tête et découvris une paire d'yeux braqués sur moi, flamboyant dans les ténèbres. Affolé, je tentais de frapper à l'aveuglette cette poigne invisible qui me serrait les os à les briser. Je n'eus pas le temps, on me tira violemment et je tombai par terre. Le choc me coupa la respiration. Pour comble de malheur, le bâton m'échappa des mains, me laissant sans défense. Je restai étendu quelques secondes, tâchant de reprendre mon souffle, puis on me tira de nouveau et je compris au clapotement régulier que Mère Malkin s'accrochait à moi pour se hisser hors de la rivière, battant l'eau de ses jambes. De deux choses, l'une, où elle réussirait à se sortir de là, ou je serais emporté avec elle dans le courant. Dans un effort désespéré, je roulais sur le côté, secouant ma cheville pour me libérer. La sorcière tint bon. Je roulais de l'autre côté, la joue pressée contre le sol humide. Le bâton était là, son bout épais éclairé par un rayon de lune, juste au bord de la rive, hors de ma portée. Il s'en fallait 2 ou 3 pas. Enfonçant les doigts dans la terre, je me tortillais comme un ver. Mère Malkin ne me lâchait pas, mais son corps était toujours à moitié dans l'eau. À force de rouler d'un côté et de l'autre, je l'entraînais derrière moi le long de la berge. Je finis par atteindre le bâton et l'abattis violemment sur la sorcière. Son autre main se tendit aussitôt et en saisit l'extrémité. Je me dis que tout était raté, et que c'était terminé. Alors, à ma grande surprise, Mère Malkin hurla, son corps s'arc-bouta, ses yeux se révulsèrent, puis elle poussa un profond soupir et s'immobilisa. Nous restâmes étendus ainsi sur la rive pendant un temps que je n'aurais su mesurer. Seule ma poitrine se soulevait et s'abaissait tandis que j'aspirais l'air à grand bruit. Mère Malkin ne bougeait pas. Peu à peu, sa main gauche se desserra, libérant ma cheville. Sa main droite lâcha le bâton, elle glissa lentement sur la pente humide et s'enfonça dans l'eau presque sans une éclaboussure. Je ne compris pas ce qui s'était passé. En tout cas, elle était morte, de ça j'en étais sûr. Je la regardais flotter dans le courant. Un tourbillon l'emporta au milieu de la rivière. La lune éclaira une dernière fois son visage, puis elle sombra. Mère Malkin avait disparu.